Les sociétés cotées ont racheté l'an dernier dans le monde quasiment autant leurs propres actions qu'elles ont distribuées de dividendes. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. On sait que cette pratique fait polémique, on va y revenir. Qu'est-ce qu'il faut en penser? On en pense quoi au Revenu? On observe, comme vous le disiez, et ça c'est assez, que le rachat d'actions, le montant des rachats d'actions, il est presque égal aux dividendes distribués. Ça irrite quand même au plus haut niveau. Avant même d'avoir l'opinion du Revenu, je vais vous citer Joe Biden, le président américain, qui en début d'année, dans son discours sur l'état de l'Union, avait qualifié cette pratique de scandaleuse et d'injuste. Et d'ailleurs, il avait proposé de quadrupler la taxe sur les rachats d'actions de 1 à 4% pour encourager les investissements à long terme. Et en France, le président français, Emmanuel Macron, a jugé le rachat d'actions un peu cynique, voilà, c'est le vocabulaire qu'il avait employé, en mentionnant un projet éventuel de contribution exceptionnelle pour que les salariés des sociétés qui ont des bénéfices records puissent un peu plus en profiter. Alors on a vu d'ailleurs dans l'examen en cours là, du projet de loi de finances 2024, il y a un amendement en commission des finances qui n'a pas pour le moment prospéré, mais qui visait à contraindre en fait les entreprises à effectuer un versement exceptionnel à leurs employés lorsqu'il y avait une telle opération de rachat d'actions. Par exemple via l'intéressement, la participation, etc. Et même Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, avait dit sur ce sujet que finalement, si les entreprises ont les moyens de faire du rachat d'actions, elles ont les moyens donc d'augmenter leurs salariés. Voilà, donc il y a la polémique, elle vit effectivement au gré des déclarations du personnel politique, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il faut en penser vraiment d'un point de vue purement économique et financier? Oui. Alors, c'est vrai David, alors là, en fait, déjà, on constate ce rythme effréné de développement sur les dernières années, qui pose question. Mais surtout, en fait, ce qui gêne, c'est que, en fait, les actions rachetées, en général, elles sont annulées. Donc c'est ça qui réduit l'offre de titres sur le marché et par voie de conséquence, ça pousse les cours à la hausse, enfin au moins à court terme. Eh ben c'est formidable pour l'actionnaire. Alors voilà, donc en général, les investisseurs, ils aiment bien. Mais alors c'est vrai que les montants en jeu ont quand même de quoi donner de vertige. Donc en 2022, les rachats d'actions, elles ont monté de 22% pour atteindre un montant record de plus de 1300 milliards de dollars, selon les données de Janus Henderson et de FactSet. Alors ce qui est gênant, c'est que si on prend un peu plus de recul, par exemple sur 10 ans, on voit que la valeur de ces rachats, en fait, elle a triplé. Alors que dans le même temps, les dividendes, ils ont augmenté de un peu plus de 50%. Et surtout, il y a 10 ans, en fait, ces rachats, ils représentaient que la moitié des dividendes distribués. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on se disait, en fait, on est quasiment, alors c'est au niveau mondial, on est quasiment au même niveau, à peu près, ça fait près 95%. Mais en fait, si on regarde les États-Unis, par exemple, le problème, c'est que les rachats d'actions, c'est beaucoup plus que les dividendes distribués. On est à 162% dans le rapport. C'est un peu plus embêtant. Après, ça veut dire, que c'est un signe de bonne santé financière des entreprises. C'est une bonne chose, non? C'est vrai, David. C'est que si on a des rachats qui se développent, des rachats d'actions, on le voit sur les 3 dernières années, qui se développent, c'est parce que donc il y a solidité des bénéfices, il y a des flux de trésorerie disponibles. Il y a aussi, c'est vrai, une volonté de récompenser les actionnaires. D'ailleurs, on l'a vu pendant la crise de l'énergie, augmentation des prix de l'énergie, donc des profits des pétrolières. Du coup, les pétrolières, c'est celles qui ont racheté, qui ont le plus contribué, si j'ose dire, au phénomène. Elles ont racheté pour 135 milliards de dollars de leurs propres actions l'an dernier, c'est-à-dire c'est 4 fois plus qu'en 2021. Et d'ailleurs, en fait, c'est très concentré, parce qu'en fait, au niveau mondial, les 10 plus gros racheteurs de leurs propres actions représentent près d'un quart du total mondial. Et alors, évidemment, il y a les rois du rachat d'actions, et vous allez me parler, j'imagine, évidemment d'Apple, parce que les montants sont mirifiques. Eh oui, David, Apple, première capitalisation mondiale, alors 2700 milliards de dollars, Apple a racheté quasiment 90 milliards de dollars de ses propres actions. Il y a aussi des valeurs en fait qui distribuent pas de dividendes, mais qui trouvent là un moyen, en étant des acheteurs réguliers de leurs propres actions, de soutenir le cours. Vous avez Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp. Vous avez Alphabet, Google. Et puis en France, si vous regardez Total Energy, ArcelorMittal et LVMH, vous avez le trio de ceux qui ont concentré à eux trois, en fait, près de la moitié des 24 milliards d'euros de rachat au sein du CAC 40. Oui, mais ça fait plaisir et ça plaît aux investisseurs, qu'ils soient grands ou petits. Oui, et ça plaît notamment à l'illustre Warren Buffett, quand même quelqu'un dont le fonds a fait près de 20% par an en moyenne de 1965 à 2022, c'est 2 fois plus que le S&P 500. Alors lui, il est clairement pour. À condition bien sûr que ces rachats soient effectués à des niveaux de prix qui peuvent favoriser la création de valeur. Certains disent que c'est un outil de gestion quelque part optimisé pour optimiser les capitaux propres. D'autres vont vous dire que c'est une pratique aberrante.
Qu'est-ce qu'on en retient? Parce que les deux ont leur logique, les deux explications, l'une est économique, l'autre est financière. Oui, oui, David. Alors d'ailleurs, en fait, d'abord, c'est pas une histoire récente, hein, c'est une histoire ancienne en fait, parce que ce qu'on appelle dans la langue de Shakespeare le share buyback, donc le rachat d'actions, aux États-Unis en fait, ça existe depuis et c'est encadré depuis une loi de 1934. Donc ça veut dire ça, c'est l'époque Ah ouais. ça veut dire que ça a été signé par le président Roosevelt. Bon, alors ça a été ensuite complété en 1982. Bon, en France, par exemple, en fait, c'était plutôt interdit par une loi de 1966, avant qu'une loi de 1998 le transforme, mais en gros avant c'était pas possible. Alors le raisonnement français, c'est en gros on devait pas faire de rachat, sauf opération de régulation de cours. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'était au fond réduire le capital, c'est porter atteinte aux garanties des créanciers. Donc finalement, à part ce qu'on appelle techniquement les offres publiques de rachat d'actions, qui ont leurs inconvénients, c'était pas vraiment possible. Depuis 98, c'est possible dans la limite de 10% du capital, avec le feu vert préalable et nécessaire de l'Assemblée générale des actionnaires. Et alors, quel bilan, un quart de siècle après, maintenant qu'en France c'est possible depuis 1998? Est-ce que la pratique est devenue courante et à des montants, à des niveaux aussi importants qu'on peut le voir outre-Atlantique? Alors oui, en fait, alors, pour tout le monde, c'est pas seulement que les multinationales, hein, c'est aussi les PME, ETI. Oui, c'est pratiqué, c'est couramment pratiqué. Alors en fait, c'est aussi une manière d'atteindre plus facilement l'objectif pour les sociétés, d'augmenter régulièrement le dividende par action. Hein. Bon, si vous prenez, c'est ce que L'Oréal revendique, par exemple. Quand on rachète ses propriétés, alors il y a des cas de figure aussi où ça peut être intéressant. C'est par exemple quand vous faites une acquisition en titre, c'est-à-dire vous allez acheter une autre société. Alors c'est limité quand même à 5% du capital. Eh bien, vous allez payer, par exemple, avec vos propres titres. Bon, mais en fait, c'est pas tellement le rachat d'actions qui pose problème, David. C'est plutôt cette annulation éventuelle des actions, parce que là, c'est considéré un peu comme un détournement, un peu spéculatif d'un mécanisme qui, lui, finalement, il peut être utile au départ. Bon, donc c'est pas la pratique elle-même, mais c'est ce caractère massif, en fait, et la façon dont c'est utilisé. Parce que alors, certains font un raisonnement en disant, mais finalement, quand une entreprise... Oui, c'est plus pour les actionnaires, mais c'est moins pour l'investissement et pour le développement futur de la boîte. Oui, mais en fait, si vous prenez par exemple Total Energy, c'est souvent stigmatisé, parce que là, Total Energy, c'est 7 milliards d'euros de rachat d'actions en 2022. Bon. Ça ne les empêche pas de faire 16 milliards d'euros d'investissement. Voilà, d'ailleurs. Donc en fait, eux, ils combinent un dividende ordinaire régulier, des rachats d'actions, mais ils ne diminuent pas les investissements qui sont en priorité consacrés dans leur cas aux énergies bas carbone. Donc c'est pas forcément autonomique. Pour juste citer quelques noms, effectivement, dans les fleurons du CAC, vous avez des sociétés comme BNP Paribas, Accor, Kering, LVMH, qui veulent combiner justement cette croissance régulière du dividende par action avec effectivement un soutien du cours. Bon, quelque part aussi, on pourrait se dire que c'est une manière d'envoyer un signal au marché financier, parce que quelque part, c'est avec les dirigeants, ils sont confiants dans le potentiel de leur titre. Bon, et si il y a une ou des limites d'ailleurs à cet exercice, cette pratique des rachats d'actions? Oui, alors en fait, il y a quand même des limites naturelles. Alors, déjà, au sein de la profession, l'Association française de la gestion financière est pas forcément contre, mais elle n'aime pas un cas particulier. Elle veut pas qu'il y ait elle considère que quand il y a une OPA, il faut pas de rachat d'actions, quoi. Il vaut mieux exclure ce dispositif. Sinon, il y a des limites naturelles. C'est que quand vous faites du rachat d'actions, concrètement, ça va avoir un impact sur ce rapport, ce qu'on appelle le ratio d'endettement net, hein, le gearing en bon français. C'est-à-dire, vous divisez les dettes nettes de l'entreprise par les capitaux propres, et il se trouve que ce ratio, il est très suivi et privilégié par les analystes financiers qui veulent évaluer la solidité de la structure financière de l'entreprise. Bon, si l'entreprise va bien, pas de problème, mais si elle a recours à l'emprunt dans un secteur où il y a une forte intensité capitalistique, ça va être mal accueilli. Donc il n'y a pas intérêt. Après, il y a un autre aspect, c'est les éventuelles manipulations de marché, mais ça c'est le boulot de l'AMF. Normalement, elle doit veiller au grain. Par exemple, la société qui fait du rachat d'actions n'a pas le droit de racheter, bien sûr, des actions à un prix supérieur au dernier cours coté, parce qu'elle ferait artificiellement monter son cours. Voilà. Bon, on se dit quoi alors? C'est une vraie tendance de fond, une lame de fond, tendance pas séculaire, mais en tout cas durable, ou est-ce que c'est un phénomène conjoncturel qui commence un peu à durer là? J'ai envie, David, de vous dire un peu les deux, mais en général. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une tendance de fond, parce que là maintenant elle est installée depuis plusieurs années, mais il y a vraiment un soutien conjoncturel, parce que en fait le rebond très important qu'on a constaté, c'était quand même 2021-2022, donc c'était lié à la sortie de la crise du Covid, période qui a permis aux sociétés de refaire des profits importants. En 2022, elles ont fait des marges grâce à l'inflation, elles ont augmenté leurs marges, donc là aussi il y a eu cet effet. Je pense qu'il y aura une forme d'autorégulation, parce que depuis 2022, celles qui ont recours à l'emprunt, par exemple, pour financer des rachats, vont moins le faire. On peut estimer qu'il y aura peut-être une forme d'autorégulation.
Bon, avant de se quitter, qu'est-ce qu'on peut lire ce week-end dans le Revenu Hebdo? David, d'abord, on peut lire cet excellent dossier qui a été fait par notre directeur de la rédaction lui-même, Gérard Blandin. Vraiment, j'en conseille la lecture. Un très beau dossier de 4 pages, extrêmement détaillé, extrêmement pédagogique, qui fourmille de détails, d'informations vraiment pertinentes. C'est très intéressant. Et puis, on revient sur... Alors, on a une interview exclusive d'Yves Perrier à l'occasion de son dernier ouvrage, ancien patron d'Amundi, ancien patron de l'AFG, sur son dernier ouvrage. Et puis, on revient sur les grandes valeurs, quelques fleurons de la côte, Crédit Agricole, Thales notamment. À lire ce week-end dans le Revenu Hebdo. Merci beaucoup, Laurent Saillard, journaliste à l'Hebdomadaire. Merci, bon week-end, salut. Merci David.